Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct de Marrakech sur notre plateau Apid TV où les débats continuent. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Michel Huet. Merci beaucoup Jean-Michel d'être avec nous. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors je le rappelle pour nos invités, ceux qui nous suivent à distance worldwide, nous avons des followers un peu partout dans le monde qui suivent l'actualité pendant ces 2 jours ici donc depuis le Maroc. Vous êtes associé Bearing Point et vous êtes l'auteur notamment de l'ouvrage Afrique 4.0, le nouvel ouvrage, puisque vous en avez publié d'autres précédemment. Et dans celui-ci, vous continuez en fait à explorer les enjeux, les opportunités, effectivement, pour le continent africain à l'aube d'une nouvelle décennie, où on voit qu'effectivement, elle est plongée complètement dans cette révolution digitale. Je crois qu'il faut employer effectivement les bons mots. Vous abordez un certain nombre de sujets dans cette transformation numérique fulgurante sur le continent. Une croissance parmi les plus rapides au monde. On va y revenir avec vous pour bien comprendre de quoi nous parlons. Vous évoquez l'impact des technologies numériques sur l'économie, sur la société évidemment, sur les entreprises africaines. Vous le dites dans cet ouvrage, Jean-Michel, le 21e siècle est définitivement l'ère du numérique en Afrique. Expliquez-nous ça. Déjà, vous l'avez très bien dit dans l'introduction, il y a une véritable croissance du numérique en Afrique. Alors vous allez me dire, on part d'un peu bas, mais aujourd'hui, c'est quand même le continent où le numérique se développe le plus. On se rend compte que pour le développement de l'économie, de la société, ça va être un des facteurs de développement du continent important. Et puis surtout, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que dans un certain nombre de domaines, je pense au paiement, ça tombe bien, nous sommes à Lapide, mais je pense aussi à l'usage de la blockchain, de l'intelligence artificielle. Il y a des domaines où l'Afrique est innovante, voire en avance sur les autres continents. Alors on va revenir sur ces éléments-là. Vous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage, le taux de pénétration des télécoms que l'on a, qui a été obtenu en 20 ans sur le continent africain a nécessité 80 ans, par exemple, en France. Et donc là, on voit bien, ça permet vraiment de mesurer l'accélération et la rapidité avec laquelle le continent africain se saisit de ces sujets. Effectivement, il y a un véritable phénomène de rattrapage. On est passé d'une pénétration des télécoms, même de base, de 2-3% en 2003-2004, à près de 70% aujourd'hui des Africains, des 54 pays, qui ont un accès télécom de base. Après, le verre n'est pas tout à fait à moitié plein. Par exemple, sur l'Internet au débit, donc celui qui permet le plus d'usage, on n'a que 40 à 45% des Africains qui ont un tel accès. Ça reste le continent le moins connecté au monde. Donc, forte progression, mais il y a encore du chemin à parcourir. Mais il y a encore du chemin à parcourir. Il y a aussi une hétérogénéité très claire entre les États. On le voit, il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés, notamment en termes de connectivité, ce dont vous parliez. D'autres qui vont nécessiter effectivement un accroissement des investissements et des efforts. Quels sont les pays aujourd'hui où on voit effectivement une avancée très nette? Quels sont ceux qui vont avoir besoin d'être tirés vers le haut par les pays, les États alliés? Il y a quelques usual suspects, je pense au Kenya, je pense à l'Afrique du Sud, au Rwanda, au Ghana, au Maroc, qui sont assez en avance. C'est un mix entre développement économique, le développement digital est assez corrélé au développement économique. Il y a aussi des dimensions géographiques, être un État enclavé ou pas un État enclavé. L'exemple que je donne toujours, c'est Djibouti, 1 million d'habitants, 11 caps sous-marins, 4e ville la plus connectée au monde. Derrière, l'Éthiopie, 100 millions d'habitants, aucun accès à la mer. Or, Internet passe par les caps sous-marins. Et puis l'autre inégalité, c'est que plus peu de pays est petit et concentré, donc beaucoup d'habitants au kilomètre carré, mieux c'est. Et on sait que par exemple, les zones urbaines sont mieux couvertes, parce que plus accessibles pour les opérateurs télécoms, alors que les zones désertiques, en tout cas les zones à faible densité de personnes, sont elles très mal couvertes. Donc il y a aussi une inégalité entre zones urbaines et zones rurales, et avec souvent une double ou triple peine. C'est qu'en zone rurale, ce sont souvent des gens à moindre revenu, et aussi des gens qui ont des difficultés d'accès à l'électricité. Parce que même si je suis le premier à dire que le numérique est important, soyons clairs, sans électricité, il n'y a pas de numérique. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui n'ont pas lieu. Et malheureusement, on sait que dans le monde, sur le milliard d'êtres humains qui ont le moins d'accès à l'électricité, 600 millions sont en Afrique. Quelles sont les tendances aujourd'hui qu'on observe sur le continent en matière de réglementation, de régulation, que ce soit évidemment des télécommunications, des données, du commerce électronique? Déjà, ça existe. Et c'est un vrai bon point parce qu'il y a quelques années, ça pouvait être un Far West. Et il y a beaucoup d'États africains qui se sont décidés à organiser une vraie réglementation.
La réglementation, c'est souvent perçu comme des gênes, des contraintes. C'est surtout une protection pour les acteurs qui se lancent, qui investissent contre les règles du Far West. Et moi, je trouve que je trouve pas personnellement, hein, même les organisations internationales considèrent, par exemple dans les télécoms, il y a quelques pays, je pense au Maroc, au Kenya, qui sont parmi le top 20 des régulateurs dans le monde, donc devant des pays européens, dont la France. Mais il n'y a pas que les télécoms, c'est aussi la régulation, vous l'avez dit, des données à titre privé, protection des consommateurs, de tout ce qui concerne la régulation dans le domaine des paiements. Une des grandes difficultés, en fait, elles sont doubles difficultés, c'est que c'est des réglementations qui sont de plus en plus complexes parce qu'il faut un croisement entre les différents secteurs économiques, ce qui n'est pas évident. Deuxième difficulté, ça va vite, le numérique, et on le voit même en Europe, aux États-Unis, sur la réglementation sur l'IA, c'est compliqué à suivre. Et puis la dernière difficulté spécifique à l'Afrique, c'est que toutes ces régulations, il n'y a pas une voie unique. C'est encore beaucoup chaque État qui parle, dont certains assez forts et avec des vraies mesures et des vraies propositions, mais ce n'est pas une seule voie. Et quand demain, il faut aller négocier des choses avec la Chine, quand c'est 54 pays africains qui le font indépendamment, ça a moins de puissance que s'il y avait une seule voie qui portait la voie réglementaire de l'Afrique. Oui, que si c'était le continent africain en tant qu'entité, effectivement. Quelles sont les nouvelles dynamiques économiques que vous percevez, notamment au travers des startups ou des fintechs? Parce que vous le dites, l'Afrique est une véritable terre d'innovation. Ça, c'est aussi un bon élément révélateur de ce qui s'est passé depuis 20 ans. Il y a 20 ans, si vous m'aviez interrogé sur les startups dans le numérique en Afrique, je vous aurais dit, il n'y en a pas. C'était le désert, très clairement. Il y a eu quelques premiers incubateurs qui ont commencé à apparaître, notamment liés au secteur public, avec des universités ou autres, il y a 15 ans. Et maintenant, il y a une vraie lame de fond de start-up africaines. Alors, soit faire par des Africains en Afrique, des Africaines à diaspora européenne ou américaine pour l'Afrique, voire des entreprises 100% par exemple américaines qui lèvent des fonds pour le marché africain. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie appétence. Et les chiffres sont là. 2018, pour la première fois, 1 milliard de dollars ont été levés pour les start-up africaines. C'était la première fois qu'on passait le milliard. En 2022, c'est le record, 2023 un peu plus bas, on a franchi le cap des 5 milliards de dollars. Donc il y a un véritable engouement pour ces startups africaines et qui sont à la fois dans des secteurs, je dirais, qu'on connaît bien et qui sont assez, entre guillemets, à la mode, mais au sens positif du terme. Je pense au fintech, donc tout ce qui est dans le domaine financier. Encore une fois, ça tombe bien, on est à la PID, les paiements. Tout ce qui est agritech, parce qu'il ne faut pas oublier que l'agriculture reste le premier secteur économique en termes d'employés, entre guillemets, de gens qui en vivent en Afrique. Tout ce qui est green tech, parce que la dimension écologique, climat est importante. Et puis, il y a même des startups dans des domaines moins grand public. Vous évoquez la régulation. Il y a des startups africaines dans ce qu'on appelle le RegTech, donc les technologies pour aider à la régulation dans le domaine de la santé, de la finance ou même du droit. Vous évoquez la green tech et forcément, j'ai envie de vous emmener aussi dans cette dimension parce que derrière tout cela, il y a les objectifs de développement durable qui sont évidemment au cœur du sujet avec ces notions environnementales, mais aussi d'inclusion très important. Comment est-ce que vous voyez le développement de ce numérique, de cette Afrique 4.0 avec cette notion environnementale ? Si on prend les ODD, les objectifs du développement durable, très clairement, le numérique est un des axes qui permet de les atteindre. Parce que ça permet, vous l'avez évoqué, le développement déjà social et économique des populations, l'inclusion financière, et qui est un vrai enjeu en Afrique, et notamment pour les femmes, pour leur permettre de disposer de leur propre argent, et donc de l'utiliser, de le consommer à bon escient. Donc ça, c'est des exemples très positifs. De temps en temps, on nous dit, attention, le numérique a malgré tout un impact carbone, ce qui n'est pas faux. Il y a moins de data centers en Afrique que dans d'autres pays du monde ou d'autres continents. Par contre, d'un autre côté, toutes les études qui sont faites montrent que le bilan positif du digital pour le développement en Afrique est réel. Le principal point négatif auquel il faut être vigilant, c'est la gestion des déchets. Et notamment, non pas des data centers, mais de tous les terminaux qu'on a à titre individuel, parce que c'est des énormes volumes, c'est fois X millions, et notamment la gestion des batteries. Aujourd'hui, le problème numéro 1 du numérique en Afrique, dans le monde entier, mais particulièrement en Afrique, c'est la gestion des batteries, des PC et surtout des téléphones portables, parce qu'il n'y a pas de filière pour les gérer. Et c'est une vraie problématique. Et pour donner notre exemple positif, il y a beaucoup d'enjeux en Afrique autour de la biodiversité. Le fleuve Congo est la deuxième zone de biodiversité au monde après l'Amazonie, il ne faut pas l'oublier. Or, il y a des cas d'usage très nouveaux en 2024 sur l'utilisation à la fois des photos satellites et de l'intelligence artificielle pour détecter en temps quasi réel des actes de braconnage ou de la pêche illégale, donc après l'intervention des forces de l'ordre comme il faut. Et aujourd'hui, vous avez des équipes américaines ou brésiliennes qui viennent voir ce qui se fait en Afrique du Sud ou au Ghana, justement dans ces domaines-là, et c'est un des éléments de protection de la biodiversité. Que peut-on faire aujourd'hui pour continuer à réduire cette fracture numérique ?
Plein de choses. Souvent on dit le problème c'est l'argent. Non, il y a des financements, qu'ils soient publics ou privés. Ce n'est pas aujourd'hui le point le plus manquant. Je dirais pour moi les trois grands axes sur lesquels il faut être vigilant. Il faut une vraie volonté des pouvoirs publics et des dirigeants pour y aller. La crise Covid a aidé à une prise de conscience des enjeux autour de l'identité numérique, de la e-santé, de la e-éducation. Et maintenant, les dirigeants de beaucoup de pays qui n'étaient peut-être pas très sensibles au digital comprennent que c'est quand même utile, mais ça reste important d'avoir ce sponsoring, c'est-à-dire ce sponsorship à haut niveau. Il faut aussi que le numérique, ce n'est pas de la technologie, c'est des usages. Qu'est-ce qu'en font les citoyens, les clients, les usagers, etc. Donc, importance de développer ces usages et pour que cela marche dans un continent aussi immense, avec une partie de la population qui est illettrée, il ne faut pas l'oublier, analphabète, eh bien, ce qui marche, c'est la simplicité. Et faire simple, c'est compliqué. Donc, tout l'enjeu des acteurs qui sont ici, c'est aussi d'arriver que les usages existent, soient adaptés au continent et soient simples. La simplicité, c'est compliqué, mais c'est essentiel. Et la troisième dimension, mais là on sort un peu du numérique, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'il reste l'enjeu important autour de l'électricité. C'est aujourd'hui un des principaux freins de développement du numérique, y compris, surtout notamment quand on est en zone rurale. Quels sont les usages que vous imaginez aujourd'hui, que vous arrivez à anticiper? Qu'est-ce qui pourrait se développer dans les années à venir ici sur le continent africain? Je pense que l'Afrique a toujours un coup d'avance avec le numérique sur tout ce qui est paiement, mais qui est aussi un moyen de compenser la faiblesse des banques dans ces domaines-là. Encore une fois, le taux de bancarisation moyen en Afrique est de 15%. Je parle de l'ensemble du continent. Donc on voit qu'il y a une grande marge de progrès, donc le paiement reste un domaine important. On constate qu'en Afrique, il y a un usage très développé de la blockchain. Alors pas uniquement sur la partie bitcoins, c'est pas pour la spéculation, mais sur des domaines même réglementaires, parce que ça compense l'absence de tiers de confiance en Afrique. Les postes sont un peu plus faibles qu'en Europe, il y a peu de notaires, il y a peu de tiers de confiance. La blockchain est une forme de tiers de confiance. Je donnais l'exemple ce matin, le premier pays africain qui décaisse une partie du budget de l'État le fait sur un suivi avec de la blockchain, c'est le Burkina Faso au monde, premier pays au monde à le faire. Un des premiers pays qui a des diplômes sécurisés en blockchain, c'est l'Éthiopie. Au Maroc, quelques-uns des grands facturiers, dans l'énergie notamment, font des smart contracts, donc protégés par la blockchain. Donc ça, c'est un deuxième cas assez innovant où l'Afrique a un coup d'avance. Et quand on voit quelques usages intéressants d'intelligence artificielle, on est sur des choses très différentes de ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est des cas d'usage spécifiques en Afrique, mais qui seront peut-être dans 5 ans en Europe. Pour continuer à accélérer, continuer à suivre cette digitalisation et garder finalement cette position où vous le disiez, il y a ce coup d'avance de l'Afrique, quels sont les défis qu'il va falloir relever dans les prochaines années ? Les défis, c'est que, même si je suis très positif, encore une fois, plus de la moitié des Africains n'ont pas accès à un Internet au débit. Donc il y a quand même des questions de couverture du territoire. On estime qu'aujourd'hui, 70% de la population africaine a un accès à un réseau télécom, mais donc, encore une fois, 30% ne l'a pas. C'est le plus mauvais chiffre au monde. Donc on a encore une vraie marge de progrès, il ne faut pas l'oublier. Deuxième point, c'est l'accessibilité aux terminaux, parce que c'est bien beau d'avoir des réseaux, mais si vous ne pouvez pas consulter des écrans, des pages web ou autres, c'est un problème. Donc la Banque mondiale s'est saisie du sujet dans plusieurs pays. Plusieurs acteurs, c'est le cas aussi au Maroc, le regardent aujourd'hui. L'accessibilité aux terminaux pour pouvoir accéder aux services du numérique. Et encore une fois, ce n'est pas juste regarder des clips sur YouTube. C'est pour la santé, c'est pour l'éducation, c'est pour le travail au quotidien des artisans. Donc il y a un véritable enjeu de l'accès à ces terminaux. Et puis une troisième dimension, c'est l'aspect compétence. C'est l'aspect savoir utiliser le numérique. Alors déjà pour tout le monde dans le travail au quotidien. Et on sait qu'il y a des gens qui ont du mal avec, donc c'est important, ne serait-ce que pour avoir accès à un certain nombre de services publics et du gouvernement. Et puis aussi les compétences au sens où on a besoin de jeunes, ou de moins jeunes, mais surtout de jeunes, qui travaillent dans le numérique. On estime que sur le continent africain, il manque 5 millions de codeurs. Pas dans 10 ans, en 2024. Donc déjà, c'est un frein pour tous ceux qui veulent le développer, dont les startups. Et puis c'est 5 millions d'emplois qui sont perdus, parce qu'aujourd'hui, non couverts. Donc il y a un véritable enjeu autour des compétences spécifiques au numérique. Jean-Michel Huet, merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à mes questions. On vous invite, bien entendu, toutes et tous, à lire Afrique 4.0, à nous faire part de vos commentaires, possiblement des questions que vous souhaiteriez adresser à l'auteur Jean-Michel Huet. Je vous propose de rester encore avec nous quelques instants. On va parler du Web 3 dans quelques instants avec une autre invitée qui va nous rejoindre. Je vous invite donc à rester connectés. À tout de suite.